L'heure est grave. Arrestation de Adama Bitogo. Actuellement, c'est gâté sur la toile. Regardez la vidéo. C'est gâté. Peuple de Côte d'Ivoire, Adama Bitogo serait arrêté pas par la police, mais par les encagoulés. Donc pour dire que c'est que tu marques le coup, mais tu aussi marques la carte. Bon, on a reçu l'information, on suit cette affaire de très près. Voilà, on va apporter les confirmations et les confirmations bientôt. Il y a un communiqué de son avocat, Fulgence Kwame, là, voilà, qui a fait le comité pour dire que son client serait arrêté par des encagoulés. Mais nous, on n'a que faire de ça. En fait, ils sont en train de liquider le gars. Si cette affirmation est confirmée, ils sont en train de liquider. On a vu que le FBI en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'autres choses. Ils sont en train de chercher à liquider Adama Bitogo, mais sans savoir que eux-mêmes bientôt ils seront liquidés. C'est de ça qu'il est question. Non au 4e mandat. Draman Ouattara n'ira nulle part avec son 4e mandat. Peuple de Côte d'Ivoire, mobilisons-nous. Ne soyons pas découragés. Continuons nos activités. Continuons à faire ce que nous faisons. Que dans le silence. Que dans le silence. Un à un. Un à un. C'est la bataille des cris là. Elle bat son plein. Elle bat son plein. C'est maintenant devenu une guerre de tranchées. Oui, oui. Imaginez vous-même une bataille féroce qui se joue actuellement. Oui, 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 oui. Alassane Ouattara, avec lui, il ne lésine pas sur les moyens pour briser la carrière des gens. Oui, oui. Depuis son avènement au pouvoir, là, il a brisé beaucoup de personnes de l'opposition. Il a contraint beaucoup en exil. On se souvient de Paul Boum-Boabré, qui était le ministre de l'économie sous Gbagbo Laurent. Mais Paul Boum-Boabré, il est décédé sans 5 francs. Ses comptes bancaires ont été gelés par Alassane Ouattara. Il n'a même pas de quoi se soigner. Actuellement, là, Bitogo est en train de subir, est en train de boire le calice jusqu'à la lie. Alassane Ouattara, parce que Bitogo a dit un jour que si jamais Ouattara décidait de jeter le dévolu sur lui, le choisir comme candidat, lui il était prêt. Bitogo ne devait pas dire ça. Il ne devait pas dire ça. Il devait dire la même chose comme Adjoumani, refusé complètement et totalement. Mais le fait d'avoir été interrogé sur une chaîne de télévision, France 24, et que Bitogo a dit oui là, Bitogo est devenu l'ennemi juré de Ténébrema Ouattara, le petit frère ou le fils d'Alassane Ouattara et d'Alassane Ouattara lui-même. Parce que Ouattara, c'est comme si tu veux son fauteuil de son vivant. Oui. Les entreprises de Bitogo maintenant sont actuellement là, sous contrôle total d'Alassane Ouattara. Totalement, ces entreprises. Et on nous apprend encore, une fois de plus, que Bitogo, une de ces entreprises, pour ne pas dire lagunaire, a été encore inspectée. Et d'ailleurs, sous le regard attentif des pontes du régime. C'est eux qui les envoient. Parce que Bitogo, ils vont l'envoyer en prison bientôt. Je vous le dis encore, Adama Bitogo, il n'aura pas le temps de sortir du pays. Parce que le fait qu'il ne soit plus président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il est maintenant simple député. Et Ouattara a mis ici en Côte d'Ivoire plusieurs députés en prison. Voilà. Souvenez-vous des députés qui étaient porte du président Guillaume Soro. Ils ont été mis en prison ici. Souvenez-vous. Et dernièrement, les députés du PDCI ont été mis en prison. D'autres ont été libérés, mais sont sous contrôle judiciaire. Bitogo sera mis en prison. On va lire ici l'actu de presse. La société de transport lagunaire d'Adama Bitogo, dans le visage du fisc. La STL, fondée par Adama Bitogo, a fait l'objet d'un contrôle fiscal fin 2025. L'entreprise présente dans le secteur de la mobilité fluviale à Abidjan a été brièvement suspendue avant de reprendre ses activités à la suite de négociations avec l'administration. La société de transport lagunaire, spécialisée dans le transport fluvial dans la capitale abidjanaise ivoirienne, a reçu fin 2025 la visite des agents de la Direction générale des impôts pour des manquements présumés liés au paiement de certains impôts. À l'issue de ce contrôle, l'entreprise a été temporairement fermée par l'administration fiscale en raison d'impayés, avant d'être autorisée à reprendre ses opérations à la suite de discussions avec le fisc. Ce contrôle intervient alors que d'autres sociétés fondées par Adama Bitogo, au premier rang desquelles figure le groupe Snedai, sont également sous le regard attentif
des autorités ivoiriennes. Ces entités font l'objet d'une procédure engagée après une plainte déposée par des mandataires sociaux visant un ancien directeur financier, toujours en fuite, pour des faits présumés de détournement. Après plus de 2 ans de procédure, le pôle économique et financier du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau a décidé, fin 2025, d'ajourner ce verdict et de recommander la réalisation d'un audit de l'ensemble des entreprises concernées par ce dossier. Lors de son élection à la présidence de l'Assemblée nationale en juin 2022, Adama Bitogo avait alors renoncé à l'ensemble de ses fonctions opérationnelles au sein de ces sociétés et transféré leur gestion à sa fille Lisa Bitogo, ainsi qu'à ses frères Alassane Bitogo et Sali Bitogo. Il a quitté les personnes du Parlement mi-janvier où il a été remplacé par l'ancien Premier ministre Patrick Achi. Vous voyez, je vous ai déjà dit que tout ce qui se passe là, l'homme qui est visé c'est Bitogo. Oui, c'est Adama Bitogo qui est visé. Parce que Ouattara a décidé de faire payer chèrement Adama Bitogo. Voilà. Parce que le fait de dire que lui, il peut être président, c'est un affront. Il ne faut jamais dire ça à Alassane Ouattara. Regardez le cas de M. Guillaume Kibafori Soro. M. Guillaume Soro a dit qu'il va laisser le fauteuil pour aller chercher, le tabouret pour aller chercher le fauteuil. Guillaume Soro, 20 ans. Guillaume Soro, perpétuité. Voici le seul délit de Guillaume Soro. Ouattara, cette fois-ci, c'est Bitogo qui est dans l'île de Mille, afin de pouvoir le mettre à la retraite. Très bientôt, Bitogo sera arrêté, il sera mis à la prison de la Maka. Ainsi va la République, ainsi va le pouvoir d'Alassane Ouattara. Il ne faut jamais souper, il faut jamais dîner avec le diable. Merci. Dossier. Ça, c'est les dossiers brûlants qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a le dossier des 120 000 passeports. 120 000 passeports qui ont été vendus. Depuis la Côte d'Ivoire à des citoyens du Moyen-Orient, principalement à des Libanais, à des Syriens, quand la Syrie était en guerre. 120 000 passeports qui ont été vendus soit à 10 millions, 15 000 euros pour certains. Passeports biométriques authentiques sortis directement du ministère. 15 000 $. Quelle personne qui a de bonnes intentions, qui vient d'un pays qui est quand même plus ou moins aisé, qui n'est pas en guerre, même si le Liban, on va dire qu'il y a petit conflit, mais ils ne sont pas en guerre et tout, mais qui vient, qui enlève 15 000 $, 10 millions, pour aller acheter un passeport d'un pays du tiers-monde. Allez-y réfléchir. Si on m'a dit oui, ils ont sorti 15 000 €, ils ont acheté un passeport français, ou ils ont acheté un passeport américain, ou un passeport, je ne sais pas, même petit pays d'Europe, quoi. Voilà. Les petits pays, là, genre Malte et consorts, je peux comprendre. Mais prendre 15 000 $, 15 000 €, près de 20 000 $, pour venir acheter un passeport de la Côte d'Ivoire. Si c'est un petit business que tu veux faire là, tu donnes un peu à quelqu'un, on peut te fabriquer ça, on te donne. Mais ça veut dire que tu veux qu'on dit que c'est authentique. Ça veut dire qu'on appelle là, on confirme que c'est bon. C'est que toi, tu as des choses dans la tête, tu as un plan. Et vous avez peut-être aussi vu, parce qu'il y a aussi une relation, il y a une corrélation. Vous avez vu le FBI qui est à Abidjan, qui a envoyé une équipe à Abidjan, parce que la Côte d'Ivoire va lentement dans l'affaire des Libanais. L'affaire des Libanais membres du Hezbollah qui sont en Côte d'Ivoire et qui font du business, qui font du blanchiment aussi d'argent. Alors Donald Trump, qui est un homme imprévisible, est très fâché. Donc il envoie une équipe du FBI à Abidjan parce que la plupart de ces membres du Hezbollah qui font du business, ils voyagent avec des passeports ivoiriens authentiques. Donc on a demandé à la justice ivoirienne de prouver est-ce que ces gens sont réellement des ressortissants ivoiriens, parce que même au Liban, ils se déplacent avec ces passeports ivoiriens, ils vont en Amérique latine avec ces passeports ivoiriens. Il y a une liste, je sais de quoi je parle. Si vous avez suivi, j'ai été le premier qui a parlé de cette affaire de Hezbollah, Liban, Côte d'Ivoire. Voilà. Et là, même vous avez vu que FBI a commencé à venir. Pas que je sais, moi je ne connais pas les dossiers, mais je peux simuler comment la procédure évolue, parce qu'il y a des éléments de preuve accablantes. Donc ce n'est pas que
les Libanais du Hezbollah ou les Libanais simples, les hommes d'affaires qui seront inquiétés, mais des hommes politiques ivoiriens. Donc le sacrifice d'Adama Bitogo, ne le voyez pas exclusivement sous l'angle d'une lutte de pouvoir. Pour eux, par exemple, comment il s'appelle, Téné Brahima vers président, Bitogo vers président. Donc les deux, ils vont s'affronter. Ne voyez pas les choses exclusivement sous cet angle. Souvenez-vous de l'histoire d'Ahmed Bakayoko. Souvenez-vous d'Ahmed Bakayoko. Bon, ceux qui me suivent depuis 2020, vous vous souvenez de l'histoire d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était un homme politique aussi, ça vous le savez, qui a voulu lui aussi occuper des hautes fonctions. Il était ministre de la Défense, contrôlait l'armée, la gendarmerie, etc. Et il voulait devenir Premier ministre. C'était un échelon avant d'être président. Être Premier ministre, il avait le contrôle du gouvernement, il pouvait nommer ses amis à des postes de responsabilité et ceux-ci allaient quand même réunir l'argent. Ils allaient vraiment, ça dit, leur donne du pouvoir et en retour, eux, ils vont l'aider à avoir le pouvoir suprême. Jusqu'à Alassane Ouattara avait promis à tout le monde qu'il allait se retirer et tout. Mais après, Bakayoko a compris que Ouattara n'allait pas se retirer. Bon, déjà, lorsque Gon Coulibaly tombe malade, tout le monde pense que c'est une maladie normale. Et bon, il est évacué à Paris. Donc, Ahmed va occuper comment ils appellent, l'intérim. Il est intérimaire d'abord. Il a été intérimaire mai-juin, 2 mois, je crois, début août, après, l'autre est revenu pour mourir. Donc, Bakayoko, dès qu'il assure l'intérim, il est attaqué. Parmi ceux qui l'attaquent, il y avait ce monsieur aussi, Bitogo. Parce qu'il avait, lui, maille à partir avec Bakayoko, puisque lui, il était le directeur exécutif du RHDP à l'époque. Bakayoko n'avait pas de fonction vraiment importante au sein du parti, mais il était, on va dire, il a été le sécurocrate, il était l'homme défense. Voilà, c'est lui qui avait le pays en main parce qu'il contrôlait un peu l'armée. Et puis il était quelqu'un de très aimé, très connu, qui donnait de l'argent un peu partout et tout, mais allez-y comprendre d'où provenait cet argent. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Monsieur Bitogo a maille à partir avec Bakayoko. Bon, déjà, en 2020, on est en 2020 d'abord, qu'est-ce qui se passe? Il y a des calomnies qui sortent. Et on va, bon, je dis calomnie parce que c'est comme ça que M. Bakayoko a considéré, mais ce n'était pas des calomnies. Il y a des histoires qui commencent à sortir où on dit qu'Ahmed Bakayoko est le chef de la mafia ivoirienne, le chef donc du narcotrafic. Donc il y a une mise à mort qui avait commencé de Bakayoko parce que les informations étaient déjà à la disposition des services de police. Mais là, ce n'était pas la DEA qui était sur le coup. Il y avait eu des saisies de quantités énormes de drogue au port d'Anvers, en Belgique. Et puis, bon, en Italie aussi, il y a eu des cargaisons qui sont arrivées provenance Côte d'Ivoire. Mais c'est plus on va dire arrestations, oui, mais d'abord les saisies au port d'Anvers qui ont déclenché l'enquête ivoirienne, Spaghetti Connection, etc. Et ils ont même envoyé en Côte d'Ivoire des policiers qui étaient camouflés comme des journalistes pour aller enquêter. Bon, ils étaient déjà là, ils ont fait, bon, Interpol même est venu et tout, et bon, ils ont donné des informations précises, donc on a dû arrêter. C'est ça que le régime s'est résolu à arrêter certaines personnes. Arrêter comment est-ce qu'ils s'appellent, des Italiens, de la Ndrangheta, qui avaient des pizzerias, etc. Et après, il y a eu aussi, bon, des Nigérians, bon, eux, on les met un peu, après on les libère. Le fameux John, qui est à l'hôtel à Benjerville, etc. Parce que les gens avaient des informations précises. Et ils savaient qui était le chef du réseau. Donc, ils sont allés donner les dossiers à Ouattara. Puisque tout le monde est dedans. Mais si c'est son premier ministre, donc, bon, déjà, c'est pas directement qu'on l'accuse. On n'accuse pas directement Bakayoko. On sait qu'on dit c'est quelque chose qui est répandu. Les services de sécurité de Côte d'Ivoire et des hautes personnalités sont impliqués dans le narcotrafic. Voilà ce que Interpol est venu avec en Côte d'Ivoire. Ils ont même envoyé des gens dans leur ambassade. Il y avait des gens aussi qui étaient sous forme de touristes qui enquêtaient. Il y avait aussi des infiltrés qui cherchaient à rentrer en relation d'affaires avec des cadres du RDA. Donc, il y a eu pas mal d'informations qui ont été glanées en Côte d'Ivoire, en Europe, au Sahel, mais aussi au Brésil. Depuis Santos, il y avait des chargements qui sortaient. Comment les gens y faisaient? Bon, les Européens, les Hollandais, les Italiens, ils créent. Il y a d'autres qui sont en Amérique latine, au Brésil par exemple. Ils créent une entreprise là-bas. Je vous explique un peu les réseaux, comment ça passe. Voilà, parce que je sais un peu de quoi je parle. Il va y avoir des scandales dans ce pays que vous-même, vous savez, vous allez attraper votre bouche comme ça et dire, ah, parce que
ça les regarde faire, il y a déjà des éléments et ça continue de glaner des éléments. Mais je vous explique un peu. Donc les Hollandais et les Italiens, ils envoient des gens, ce sont comme des ambassadeurs qui vont s'installer. Il y a une très forte communauté italienne au Brésil. Les Hollandais sont très peu. Voilà, à Sao Paulo, vous allez voir. Alors, ils vont créer des entreprises dans le pays. Ils investissent un peu dans l'immobilier et ils créent des sociétés de BTP, de construction. Donc, ils commencent à faire des projets. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de la machinerie, des caterpillars, des grosses machines en Europe, en Hollande, etc. Et ils envoient ça en Amérique latine pour aller travailler. Donc la société travaille un peu quelques mois et le patron maintenant, il vient en Côte d'Ivoire comme si il y a un marché en Côte d'Ivoire qu'il vient d'obtenir. Mais en réalité, c'est la mafia, c'est le même réseau qui est basé en Europe, Amsterdam ou Rotterdam, surtout Rotterdam, parce qu'il y a le port, Anvers, et puis dans le sud de la France, etc., ou en Espagne. Donc, il envoie ses représentants. Il y a certains qui sont installés en Côte d'Ivoire, d'autres sont en Amérique latine, c'est-à-dire Ciudad del Este au Paraguay, d'autres sont en Colombie, à Barranquilla et consorts, et il y a un groupe qui est à Sao Paulo, qui est le plus grand port. Tout peut sortir les cargaisons rapidement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Et une fois que tout le monde est en place, on achète les machines, il faut un peu de BTP au Brésil. Et après, ils font un voyage en Côte d'Ivoire, sous prétexte qu'ils viennent prospecter. Après, ils disent, ok, on a eu un marché. Bon, vous savez, il y a un moment, c'était le BTP, ça construisait partout. Et tous ces marchés, si vous avez remarqué quelque chose, même les plus petits marchés, on ne donne pas ça aux entreprises ivoiriennes. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est-à-dire, il y a par exemple Dakhla, Hassan Dakhla, qui est un financier du Hezbollah. Je le dis, je n'ai pas dit qu'il est membre. Il y a des gens qui ont publié que Hassan Dakhla est membre du Hezbollah. Non, il n'est pas membre du Hezbollah. Il est sympathisant de Hezbollah. Il est financier. Il leur transfère de l'argent. Ça aussi, c'est documenté. Je ne dis pas n'importe quoi. Donc, Dakhla a sa société Porteo. Dakhla a des relations d'affaires avec Téné Birahima Ouattara. Dakhla a des relations d'affaires aussi avec Amédée Kouakou. Il lui donne des contrats, etc. De toute façon, Amédée ne peut pas donner des contrats d'autoroute à Dakhla sans l'aval d'Alassane Ouattara. Dakhla est l'ami de son frère. Donc, c'est à peu près le même groupe. Dakhla finance le Hezbollah, transfère de l'argent au Liban pour financer le Hezbollah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dakhla a le grand marché. En retour, je ne dis pas qu'il est narco, non, c'est un grand patron, il fait ses trucs. Alors Dakhla, en lieu et place de donner les contrats, c'est-à-dire il a le grand contrat de l'autoroute par exemple. Maintenant, il y a les sous-traitants, c'est-à-dire les petites sociétés de BTP locales pour mettre du gravier, envoyer du sable, ou bien des petites mains qui vont travailler sous la direction de la grande entreprise. Voilà, vous dites faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. En lieu et place de donner ces contrats à ces sociétés ivoiriennes, ils ne le font pas. Ils vont donner ces contrats à des sociétés étrangères, des sociétés créées par des étrangers. Donc, la filiale de la société qui est au Brésil, ouvre une filiale en Côte d'Ivoire. Ce sont des Italiens, ce sont des gens, des mafieux, quoi, voilà, des gens qui sont dans le truc. Oui, j'ai corrigé ça, monsieur Mori, j'ai corrigé. Le siège d'Aouaga, il est à Abidjan maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? La société a un contrat donc avec Porteo, donc ils sont sous-traitants. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous explique un peu comment tout ça fonctionne, pour que vous compreniez. Comment maintenant ça se passe? L'Italien qui est au Brésil, il a eu un marché, pas directement avec le gouvernement, avec Porteo, qui est une grande entreprise, qui a eu donc le grand contrat. Alors, il se rend maintenant au Brésil. Donc, le contrat là-bas, ça c'est un petit truc. Qu'est-ce qu'ils font? Les machines qu'ils ont envoyées d'Europe, ils vont maintenant les mettre sur les bateaux pour les envoyer à Abidjan pour aller sur les routes. Vous voyez comment ça se passe. Mais en réalité, tout ce tralala, c'était pour que les machines là, les caterpillars, vous voyez, ça tourne le gros là, dedans là, c'est cassé, tout ça c'est rempli de drogue. Les pneus sont remplis de drogue. Toutes les parties là-bas sont remplies de drogue. Et ils envoient ça en Côte d'Ivoire. Et quand ils viennent, ils vont aller mettre ça dans leur entrepôt. Et la nuit, ils vont désosser ces machines-là pour enlever les cargaisons qu'ils vont garder maintenant, soit dans les restaurants, soit dans les villas. Et il y avait des petites mains qui étaient aussi avec eux, tels que le fameux Ali le douanier, qui était un petit douanier au port. Non, Ali le douanier ne peut pas, de son propre chef, c'était un sous-officier des douanes, il ne peut pas de son propre chef laisser rentrer dans le pays des cargaisons de drogue qui peuvent valoir soit 1 tonne de cocaïne. Il ne peut pas. Parce qu'il y a quand même une procédure au port. Il y a un scanner au port.
il y a beaucoup de contrôle, de surveillance. Le port est surveillé par une société française. Des membres des forces spéciales, des anciens membres des forces spéciales françaises, qui sont dirigés par un général qui a commandé la force Licon en Côte d'Ivoire, qui connaît très bien la Côte d'Ivoire, le général Castres, qui dirige ISP. ISP surveille le port. Il y a la gendarmerie nationale qui surveille aussi le port. Il y a la douane qui est présente, qui surveille le port. Et tout ce qui concerne les conteneurs, il n'y a qu'un seul endroit, c'est le quai 17, vers Vridi. Donc au quai 17, on peut contrôler facilement, il y a un scanner, les conteneurs passent au scanner. Si le scanner peut voir à travers le conteneur qui est fait, donc il peut voir aussi s'il y a la drogue dans une machine, dans un caterpillar. Donc comment est-ce que ces machines-là arrivaient à sortir du port? À la question. Donc c'est un réseau. Je ne dis pas que Téné, Porteo, tout ça sont dans le réseau. Non. Mais les contrats là, c'est Porteo qui les gagne. Porteo maintenant recrute des entreprises italiennes basées au Brésil. Donc ils vont créer une filiale en Côte d'Ivoire pour travailler. Ils recrutent des petites mains ivoiriennes. Ils ne les payent pas des bons salaires. Mais en réalité, ils n'ont même pas besoin de ce contrat. Ils viennent faire le contrat dans l'unique but de faire rentrer de la drogue en Côte d'Ivoire en envoyant des machines. Et la drogue est gardée. L'État de Côte d'Ivoire les fait travailler souvent. Écoutez bien ça. Ils travaillent à crédit. Souvent, on ne les paye même pas pour commencer. Et deuxièmement, ils doivent payer des pots de vin à l'État, aux grands là qui ont donné le contrat. Mais toujours est-il qu'après on va les payer. Porteo par exemple, ne paye pas des impôts. Voilà, je ne suis pas en train de faire une affirmation, puisqu'on ne le paye pas à temps, donc il ne peut pas lui réclamer des impôts. Mais donc c'est un réseau fermé. Il y a d'autres, c'est les bateaux d'exportation de matières premières. Donc la drogue arrive, c'est entreposé. Donc on attend le bon moment, on va le recharger encore. C'est-à-dire la drogue sort du port. La drogue rentre encore dans le port pour être chargée sur les bateaux qui transportent les matières premières. Soit c'est du cacao, soit c'est du café, soit c'est l'EVA, soit c'est aussi les bois députés, là, les bois qu'on a découpés ici, là, on met ça dedans. Et puis maintenant ça part avec l'Europe. C'est comme ça que la cargaison... Ça va, c'est bon, voilà. C'est comme ça que la cargaison est arrivée au port d'Anvers, qui a été saisie. Donc les gens se sont déployés beaucoup sur la Côte d'Ivoire. Alors, ils mènent leurs enquêtes, c'est-à-dire toutes les informations remontent au ministre de la Défense qui commande la gendarmerie. Et c'est la gendarmerie qui a la sécurité du port. Voilà, avec aussi les gens de l'ISP, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas aller directement. C'est un ministre, il ne peut pas arrêter et tout. Et le problème c'est que, voilà qu'on nomme Bakayoko Premier ministre, le Premier ministre intérimaire. Là, la sonnette d'alarme. Parce que Ouattara avait été déjà prévenu que le nom de Bakayoko sortait dans des dossiers de narco. Donc si le nomme malgré ça, ça veut dire quoi? Qu'il est d'accord avec ce que Bakayoko fait. Ou bien Bakayoko travaillait pour lui. Alors, ils vont envoyer maintenant des gens, mais c'était une opération qui devait être discrète. Ils ont envoyé des journalistes pour questionner Bakayoko. Fait comme si, voilà, mais en réalité, il travaillait pour ces instances d'enquête. On veut savoir, voilà, les gens vous accusent que vous êtes chef du narco, etc. Bakayoko ne les a jamais rencontrés. Jamais. C'est en quelle année que le petit là est mort, là? 2019. Ils sont venus en août 2019. C'est en 2019 qu'ils sont venus. Et au moment de la mort d'Arafat, ils ont cherché par tous les moyens à croiser Bakayoko pour avoir sa version. Puisque des gens disaient, il organisait des fêtes, il invite les grands du pays, etc. On a même l'ambassadeur de France était de ces fêtes. Et l'ambassadeur de France a été relevé de ses fonctions. D'abord, c'était un gendarme qui a fait Saint-Cyr. On lui donnait les filles et tout ça. Donc, est-ce que l'ambassadeur était dans le réseau où il a fermé les yeux sur, par exemple, il a appris des choses et il n'a pas rapporté à la France. On l'a juste enlevé, ils n'ont pas dit beaucoup de choses, c'est pour éviter les scandales. Mais l'ambassadeur ne pouvait être mêlé au trafic à son insu. C'est-à-dire, par exemple, demander à la marine de laisser passer des bateaux, ne pas trop fouiller tout ça. Pourquoi Bakayoko invite l'ambassadeur de France chez lui à la maison, il organise des fêtes et lui donne des filles. Il a été relevé de ses fonctions, ça a été officiel. Ça aussi, vous avez pu lire ça. Alors, en 2019, bien avant même le départ en France de M. Gon Coulibaly, les journalistes sont venus pour interroger, c'est-à-dire qu'ils suivaient le réseau. On remonte au moins à 2014 que le réseau a commencé à opérer.
Donc ils viennent, lui posent des questions. Lui, il était occupé à l'enterrement de Arafat. Bon, il les a pas reçus, il les a jamais répondu. Ils ont fait du temps, ils sont partis. Nous sommes au mois de août 2019. Donc on a août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 10 mois après, subitement, Bakayoko devient Premier ministre. L'affaire maintenant sort. En réalité, c'est un des membres du RDR qui est dans l'autre camp qui met le dossier. Et sûrement qui a demandé aux gens, oui, vous pouvez publier maintenant. Parce que l'enquête journalistique n'avait pas été publiée. Bon, ils ont publié, je crois, une partie tout petite. Ils ont fait un teaser, quoi. Mais ça n'a pas donné, il n'y a pas eu d'effet. Personne n'a vu. C'était dans le journal. C'est un truc canadien, que le nom est un peu parti, mais c'est un journal canadien. Voilà. Vice. Voilà, c'est le nom Vice, où on parle des bandits et tout ça. Donc, en 2019 maintenant, 2020, quand Bakayoko est nommé Premier ministre, ils ont sorti maintenant le dossier. On dit, ah, donc c'est lui, c'est un bandit, c'est un narco, c'est un truc. Mais les Blancs, ils avaient déjà les informations. Mais c'est maintenant au RDR que quelqu'un leur dit, ah, vous pouvez sortir ça maintenant. On va voir comment on va réagir. Mais non, ben, si il est là, c'est pas bon, etc. et tout ça. Mais déjà, dès 2019, quand les gens viennent pour interroger, et Europol, Interpol, ils envoient des preuves à M. Ouattara que votre ministre, il est dans le narcotrafic, il devait déjà avoir mis fin aux fonctions d'Ahmed Bakayoko sans donner des explications. Il n'a rien dit. Donc, quand Bakayoko, bon, je pense qu'il a forcé un peu la main aussi, on le met net, tac, les pressions commencent à sortir, les dossiers. On suspecte que ces affaires, ça a été, par exemple, ce monsieur, qui était le chef du RDA à l'époque, et puis un certain Magala, un truc comme ça. Voilà, c'est un ressortissant malien, mais qui est en Côte d'Ivoire, Magassa, voilà, qui est proche de Adjoumani, qui lui a même chanté l'anniversaire. Donc c'est le Magassa qui connaissait les journalistes là. Donc c'est lui qui leur demande de faire la publication. Voilà, donc le Magassa était proche du camp de Teni Brahima. Donc c'est devenu une affaire de règlement de compte. C'est une affaire de règlement de compte. Alors Bakayoko après il va forcer. Pourquoi on le nomme Premier ministre après la mort de l'autre en juillet? Ils l'ont nommé. Mais vous avez vu que ça n'a pas trop duré. Parce que